Bonjour. Donc j'ai la lourde tâche, comme dirait Roberto Casati, de commencer après le déjeuner. Je sais. Faites un petit dodo si vraiment c'est trop difficile. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de ne pas vous endormir. Merci à Léo Campagne pour cette journée, Ludovic Charrier et Angeline Angebaud, de m'accueillir à Caen aujourd'hui pour une journée donc effectivement de réflexion sur les écrans et ce qu'on peut en faire. Alors, si l'écrit et l'écran ne sont pas forcément faits pour s'entendre, il semblerait quand même qu'ils aient quelque chose à faire ensemble. Alors, je vais dire une lourde évidence, les écrans sont partout, bien sûr. Ils sont entrés dans nos vies sans frapper et se sont installés comme s'ils étaient chez eux. Ils trônent dans le salon, s'accrochent à nos poignets, ont remplacé nos stylets. L'écran est un nouveau support qui modifie considérablement notre rapport à la mémoire. J'en suis un exemple vivant, j'en ai de moins en moins. À la chronologie, aux sources, à l'information, à l'image, à l'écrit et bien sûr aux autres. Alors, quoi de plus naturel que se sentir dépassé, d'autant que ces technologies sont finalement très jeunes et donc difficile pour nous parfois de s'en emparer et de faire en sorte qu'il s'y passe des choses intelligentes et intéressantes. Et je voulais commencer par une petite anecdote sur ce livre que vous connaissez peut-être, mais que dit l'escargot à chapeau de Michel Van Zeeveren. Alors, pour vous expliquer un peu comment je travaille, c'est que je lis à des enfants donc toutes les semaines en classe avec une institutrice de grande section, moyenne et grande section, et je prends des enfants pendant toute une matinée. Je prends la classe mais en petits groupes, donc en groupe de 5. Et donc on lit toute l'année ensemble. Je vous expliquerai après comment ça rentre dans le travail pour Yetili. Et donc, l'anecdote que je vous raconte ici s'est passée dans une classe de grande section avec un petit groupe de 5 enfants. Je voulais leur lire ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un livre savoureux, un peu étrange, qui bouscule. Et je ne savais pas du tout comment ça pouvait être reçu par des petits. Je vais vous raconter l'histoire après, mais je n'ai même pas eu le temps de commencer le livre. Voilà. Mais que dit l'escargot à chapeau de Michel Van Zeeveren? Et le petit me dit, mais moi je le connais, Michel. Ah, je dis, ah bon, tu connais Michel? Mais oui, moi je le connais, Michel. Mais tu l'as rencontré où? Mais c'est dans le jeu, là, je t'explique, le jeu avec... et bon, je ne sais plus l'autre prénom. Et je me dis, mais quel jeu ça peut être avec un prénom Michel? Un jeu pour enfants? Non. Un jeu pour grands, oui. Et je réfléchis et je me dis, il y a un jeu auquel je pense, mais je me dis non, ça ne peut pas être ça. Et donc je lui dis, mais dis-moi un peu plus sur le jeu. Mais oui. Et donc il y en a un autre dans la classe qui dit, mais oui, tu sais, c'est le jeu avec Michel et Paul. Et on a des voitures et on peut faire tout ce qu'on veut et on les bute et on leur éclate la tête. Et je me dis oui. Et en fait, ce jeu, c'est GTA. Vous connaissez peut-être ce jeu, donc qui est interdit aux moins de 18 ans, bien sûr. Les petits avaient 4 ans et demi. Et jouent continuellement à ce jeu où, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sans foi ni loi que des parents achètent parfois parce qu'ils ne regardent pas du tout les âges et c'est essentiellement un jeu de voiture pour eux. Donc en fait, comme ils ne jouent pas, ils laissent leur enfant jouer, mais c'est un jeu sans foi ni loi où toutes les femmes sont des prostituées, il y a ces drogues, sexe et pas rock'n'roll. Donc c'est une ambiance un peu rude. Donc quand je suis venue avec mon livre « Mais que dit l'escargot à chapeau », je me suis dit que j'étais un peu dépassée. Eh bien, si je ne m'étais pas intéressée aux écrans finalement, si je ne connaissais pas ces jeux vidéo, je serais passée complètement à côté de cette référence. Et je n'aurais pas pu discuter avec les petits non plus de ce à quoi ils jouent, de ce qu'ils regardent. Et en fait, finalement,
peu importe les références que l'on a, et on le sait quand on lit beaucoup aux petits, on y projette ses propres références. Mais si on est de plus en plus éloigné des références des enfants, nous allons être un peu seuls bientôt sur notre bateau, à ne plus pouvoir parler avec eux. Parce que l'important aujourd'hui, c'est bien d'échanger ces références, de leur transmettre les nôtres, mais aussi d'entendre les leurs. Et figurez-vous qu'avec mon petit livre « Mais que dit l'escargot à chapeau », je vous lis quand même le début pour vous montrer. Alors, personne à gauche, personne à droite. C'est bon, je peux y aller. Oh, un escargot à chapeau. Viens avec moi, petit escargot, avant de te faire écraser. Et voilà. Et donc, le petit lapin, en l'occurrence, fait traverser le petit escargot. Pour ceux qui ne voient pas de loin, je suis désolée, j'aurais dû le mettre en PDF, je n'y ai pas pensé. L'escargot dit quelque chose, mais Benjamin ne comprend pas. « Parle plus fort, je ne t'entends pas. » Benjamin ouvre grand ses grandes oreilles. Babelute, qui vient d'arriver aussi. « On ne comprend rien, dit Babelute. »« Ben non, répond Benjamin. » Tout à coup, Bertrand débarque. « Coucou les amis !» C'est un gros éléphant. « Attention !» s'écrie Benjamin. « Crac !»« Mais t'as écrasé l'escargot ?»« Oups, pardon !» s'excuse Bertrand. Et je vous laisse à cet endroit-là. Alors, quand l'éléphant a écrasé l'escargot, même si les deux petits qui jouaient à GTA et à leur jeu complètement fou, eh bien, ils se sont dit « Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas écrasé l'escargot. » Eh bien, si, il a écrasé l'escargot. Je vous laisse découvrir le livre parce que c'est une façon très intéressante de provoquer un peu le petit et de parler de la mort. Bon, c'est un peu noir et voilà, mais sarcastique et assez drôle. Voilà, tout ça pour vous dire que cette relation finalement entre l'enfant et l'adulte, aucun écran ne pourra nous l'enlever. Mais pour cela, il faut que nous, adultes, soyons à l'écoute de ce qui se passe chez eux. Car aujourd'hui, les enfants et les adolescents ont un monde culturel qui leur est dédié, pensé et façonné pour eux. D'autant plus qu'il y a, bien sûr, des industriels valeureux qui adorent penser à leur cible préférée, qui sont les enfants et les adolescents. Il n'est plus seulement question de transmettre un savoir vertical, mais de comprendre que leurs références ne sont pas forcément les nôtres, et que pour transmettre les nôtres, nous devons aussi comprendre les leurs. Alors, je le fais régulièrement. J'aime toujours rappeler les chiffres pour bien vous rendre compte que nous sommes dans un monde qui a définitivement basculé, alors qui peut rebasculer. On n'est pas à l'abri d'un effondrement, comme vous le savez, des nouvelles technologies. Donc, rien n'est perdu. Mais jusqu'à aujourd'hui, la consommation des écrans, qui est donc une pratique quotidienne, alors, justement, les industriels qui pensent beaucoup aux enfants et aux adolescents, comme par exemple Disney ou encore qui était derrière des chaînes de télévision, qui s'intéressent beaucoup à combien d'heures ils passent sur ces écrans. Mais combien de programmes on va pouvoir leur envoyer sur les écrans? Alors, les enfants de 1 à 6 ans en France passent 3h40 par semaine sur Internet. 7h20 devant la télévision par semaine, et 2h40 devant des jeux vidéo, soit un total donc de 13h40 par semaine. Les enfants de 7 à 12 ans passent 5 heures devant Internet, 9h50 devant la télévision et 4h50 devant les jeux vidéo, soit un total de 19h40 par semaine. Ramené à 52 semaines, parce que pour les écrans, il n'y a pas de vacances. Nous sommes à 696 heures pour les enfants de 1 à 6 ans et à 1014 heures pour les enfants de 7 à 12 ans, donc par an. Ma question subsidiaire qui va peut-être vous empêcher de dormir cet après-midi, combien d'heures passent les enfants à l'école, bien sûr, par an? Pas d'idée? Non?
850. Et ça fait mal. 850 heures à l'école contre ou versus 1014 heures devant les écrans. On ne peut donc absolument pas nier aujourd'hui la force des écrans et de ce qu'ils mettent dans les têtes de nos enfants. Pour moi, il est urgent de savoir ce qu'ils y font, même si ça fait longtemps qu'on en parle et qu'il y a de plus en plus, bien sûr, de formations, de journées, etc. Ça n'empêche que ça prend énormément de temps. Parce que je ne sais pas si vous regardez les séries que regardent vos ados ou vos enfants, mais ça prend un temps fou. Moi, j'ai essayé. Je suis à Riverdale, Stranger Things, là, on dit Alice, et j'en passe. Ils y passent tellement de temps que vous passez autant de temps qu'eux. Et donc, on ne peut décemment pas demander à tous les parents de passer ce temps avec leurs enfants, on est d'accord. Donc, c'est peut-être à nous, médiateurs, professionnels du livre et de l'enfance, à un peu peut-être suivre ce qui se fait et comment est-ce qu'on peut les aider dans tout ça. Et donc, c'est finalement ces questions qui m'ont poussée à réfléchir et à me dire, mais au fond, si les écrans ont une telle incidence sur leur vie, pourquoi ne pas carrément aller sur leur terrain à eux pour leur montrer que des livres, finalement, c'est pas si mal. Alors bien sûr, il y a le fait que rien ne remplace le rapport et la relation que vous avez avec un enfant, avec des enfants, entre êtres humains. Rien ne la remplacera jamais. On ne pourra pas sentir un écran, encore heureusement, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de toucher, même s'il y a le tactile, il y a quand même une matière lisse qui fait que les aspérités manquent. Rien ne remplacera ça. Mais si on ne montre pas qu'il y a d'autres rapports possibles avec les écrans, on risque malheureusement d'enfermer nos relations humaines dans ces écrans. Et c'est ce qu'on voulait faire avec Yetili. Je ne sais pas si on a réussi à le faire, mais je vais vous montrer la manière dont on a travaillé et dont on a pensé le programme. Donc Yetili, nous l'avons créé en 2016, enfin il a été diffusé en 2016, donc c'est France Télévisions avec France Télévisions qui le diffuse, qui, comme vous le savez maintenant, avait donc une chaîne jeunesse France 4 qui vient elle aussi d'être supprimée, puisque le ministère de la Culture a décidé qu'il n'avait pas besoin d'une télévision jeunesse publique. Donc France 4 est supprimée. Soi-disant parce que tous les enfants sont sur Internet aujourd'hui, ce qui est faux. Les différentes études montrent que les petits regardent encore beaucoup la télévision et que si on laisse les chaînes privées s'emparer des petits, ça va de nouveau donner lieu, même si je sais, la télévision publique, on peut lui reprocher beaucoup de choses aujourd'hui, mais malgré tout, la télévision publique a des missions qu'elle se doit de respecter, et une série comme celle-ci, je vous assure qu'elle n'aurait pas pu se faire sans France Télévisions. Donc voilà, France 4 est supprimée pour laisser place à une nouvelle plateforme numérique qui s'appellera Oku à partir du 4 décembre, mais tous les programmes et pour l'instant l'argent qui était dédié et alloué au programme jeunesse était sur l'antenne. Donc cela a des incidences fortes sur l'industrie culturelle de l'animation française. Mais les enfants en général, tout le monde s'en fout. Alors, pardon. Yetili, voilà, donc un peu d'optimisme quand même, enfin nous on a essayé. Donc on a tenté de créer un rendez-vous des petits autour de la lecture. Tout ça pour suite à mes nombreuses lectures, à de nombreuses rencontres, et je suppose que vous avez plein d'observations aussi à apporter, et à mon trajet dans les classes en Seine-Saint-Denis, où beaucoup d'enfants, et beaucoup plus que ce que je ne croyais, n'ont pas de livres du tout à la maison. Et effectivement, le lieu où on rencontre les livres quand on n'en a pas à la maison, c'est bien sûr la bibliothèque, quand on a la chance d'avoir un lien entre l'école et la bibliothèque, ou une bibliothèque dans une école, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est bien sûr l'école, qui, quand on n'est pas habitué au livre, la lecture très vite est liée, le livre, pardon, est très vite associé à l'apprentissage de la lecture et pas forcément au plaisir de lire. Donc, on s'est dit, la seule qui peut encore rentrer dans les foyers sans frapper, c'est la télé.
Et c'est là qu'on a installé une marionnette. Alors, pourquoi une marionnette ? Eh bien justement pour donner la sensation physique, même si on sait que ça n'existe, enfin l'écran reste pas physique, enfin il n'y a pas de sensation physique, mais elle peut sortir de l'écran. Donc c'est une marionnette qui peut se déplacer et qui va, en tout cas, nous on fait tout un travail dans les hôpitaux avec les enfants malades où Yetili vient lire au chevet des enfants. Et Yetili n'est pas une mascotte qui fait juste du photoposing, ce qui est essentiellement la plupart de ce que les mascottes font en général. Ils ne se déplacent que pour lire. Et on offre à chaque fois, en partenariat avec le Centre national du livre, un chèque lire et un livre à chaque enfant à qui Yetili a pu lire des livres. Donc la marionnette peut sortir de l'écran. Et ça paraît idiot, mais les enfants n'avaient pas de référence de livre à l'écran. Ils n'ont jamais, pour certains, ils n'ont jamais vu un livre à l'écran, si ce n'est, effectivement, donc ceux qui regardent tout le temps la télé ne voient jamais de livre. Par contre, ils voient toutes les publicités pour les jouets, tout ça, il n'y a aucun souci, même si sur France Télé, il n'y a plus droit à la publicité non plus, mais ceci dit, ils en mangent quand même pas mal de la publicité. Donc, comment rendre un livre à l'écran, comment rendre aussi un type de lecture, parce que ce que nous voulions partager également, c'était la lecture partagée. C'est pour ça que vous avez deux petites souris, qui sont Nina et Léon. Donc ce sont des marionnettes qui sont manipulées par des marionnettistes, les anciens marionnettistes des Guignols notamment, puisqu'ils ont perdu leur travail eux aussi. Il n'y a plus beaucoup de marionnettes sur les écrans. Donc on les a récupérées. Et heureusement, ils font ça vraiment. Donc, il y a 2 personnes dans le Yeti. Il y a une personne qui jusqu'à la bouche, et après, vous avez une personne derrière. C'est un travail assez incroyable qu'elles font, les deux marionnettistes, qui vient vraiment épouser, si vous voulez, le mouvement du visage et qui vient articuler la tête. Et dans les 2 petites marionnettes, qui représentent donc un frère et une sœur de 5 et 8 ans, qui permettent de proposer une lecture partagée. C'est-à-dire qu'on a un lecteur Yetili qui n'est pas un parent, c'est un adulte référent, mais pas un parent. Il n'y a aucun souci non plus de pédagogie. C'est un adulte qui raconte et qui écoute et qui se fait interrompre tout le temps par les souris. Donc ça peut être un petit peu, pour ceux qui ont l'habitude du livre, ça peut être un petit peu perturbant d'avoir ces souris qui interviennent tout le temps. Je vais vous montrer plus tard, dans un petit atelier, ce que ça peut donner en visionnage, en fait, avec les petits. Donc la diffusion, je vais vous passer le... Alors, voilà, les enjeux, si vous voulez, de ce Yeti, c'était vraiment d'accompagner la lecture dans les foyers éloignés du livre. J'ai travaillé notamment avec des femmes en atelier qui ont de grands soucis de lecture. Pour elles, la lecture est associée à une intrusion de papier administratif et d'emmerde. Donc, elles ne lisent pas. Et elles ne veulent pas lire du tout, et elles le disent d'ailleurs. Donc, je leur ai dit, mais on va peut-être... Je suis venue un jour avec un livre, et je leur ai lu le livre, et elles étaient comme ça. Alors, une avec son téléphone portable, que j'avais demandé d'éteindre, mais laissez-la, et puis elle me faisait... C'est bientôt fini. Alors, je dis, écoute, si tu es fatiguée, il n'y a pas de souci, tu dors. Moi, ça ne me dérange pas, mais ne dérange pas les autres. Et donc, elle faisait 1,80 m, je crois. Une femme vraiment qui avait vécu d'autres choses que moi dans la vie, donc j'avais vraiment l'impression d'être une crevette. Et je me suis dit, oh, comment je vais la maîtriser? Ça ne va pas aller. Et puis son téléphone qui sonnait, elle se réveille, elle me dit, oui, mais c'est mon fiancé qui m'appelle, il faut que je sois joignable tout le temps. Je dis, bah, non, ça ne va pas le faire, tu ne vas pas être joignable maintenant, on va s'arrêter, je préfère que tu dormes. Finalement, elle s'est endormie, mais elle se réveille. Et je montre, alors c'était le livre Anya et le tigre blanc de François Roca et Fred Bernard, avec une terrible illustration d'une sorcière aux yeux blancs qui était assez impressionnante. Et à ce moment-là, elle lève la tête et elle me dit « Ça, c'est ma mère ». Et là, je me suis dit « Rien n'est perdu ». Et on a pu vraiment discuter. Alors le texte, vraiment, ça passait au-dessus, mais au moins sur les images.
Et à partir de ces images, on est parti sur son trajet d'enfance qui était, croyez-moi, hyper lourdingue. C'était horrible. Donc j'ai eu droit à toute l'histoire. Donc, et à ce moment-là, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'écouter? Puisque là, Et elle dit, des musiques de séries télévisées. Et à ce moment-là, on a fait une sorte de karaoké. Au pays de Candy, tout ça, Albator, c'était plutôt la génération. Et on a fait... Ça, c'était pour elle l'ouverture vers quelque chose, vers un autre horizon possible. Et décidément, les livres, pas du tout. Donc on a finalement réussi, entre les séries télévisées, les génériques de leurs enfances, à faire des liens avec des livres. On y est parvenu, et à la fin des ateliers, elles arrivaient à écouter un livre en entier. Donc j'étais très contente, et je leur ai montré Yetili, et à ce moment-là, elles m'ont dit « Ah, mais ça c'est bien, parce que si j'ai le livre, je peux suivre l'histoire en même temps que mon fils. » Et effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais ça fait un peu office d'un livre-disque, et c'est donc pour ça vraiment qu'on tient, et d'autant plus après cette intervention en atelier, où on s'est dit, il faut vraiment que toutes les images du livre soient montrées, et que le récit, bien sûr, soit entièrement lu. Donc, vous vous doutez bien que dans un environnement comme celui-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu aujourd'hui les programmes télé, la façon dont ils sont diffusés sur France Télévisions. Sur France 5, le matin, donc ça commence à 6h, 6h30. D'accord ? Donc les enfants, quand ils se lèvent entre 6h et 7h30, ils ont en général 1 heure de télé dans la tête. Les programmes ne sont pas du tout, en tout cas ceux que moi je connaissais petite, où on avait Dorothée, je ne suis plus de la jeune génération. Il y avait Dorothée, il y avait quand même des humains à l'écran qui faisaient le lien entre les programmes. Aujourd'hui, c'est du robinet à images. Il y a des super programmes, il y a vraiment des dessins animés très chouettes, moi que j'aime beaucoup, mais il n'y a plus du tout de lien entre les programmes. Donc vous passez tac, 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 tac. En plus, ils sont très courts, très rapides. Donc Yetili, dans tout ça, ça fait un peu tache d'huile. Tache d'huile ? Enfin, tache, quoi. Ça fait tache. C'est-à-dire que c'est très lent. On tourne les pages du livre, toutes les pages, et on écoute une histoire. Bon, malgré cela, on ne se tient pas trop mal dans les audiences, donc nous n'avons pas encore été virés. Peut-être bientôt, mais pour l'instant, non. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'est remettre un autre rythme à la télévision. Parce que ce ne sont pas forcément les programmes qui posent problème sur les écrans. Ce ne sont pas forcément les écrans qui posent problème. C'est d'abord la vitesse à laquelle sont pensés les programmes aujourd'hui. Dans les chaînes de télévision, beaucoup pensent que le petit va très vite. Alors, eux, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, mais si, ils zappent tout le temps. Oui, non, ils zappent, mais ils ne zappent pas. Il a besoin de mouvement, il a besoin de se déplacer, mais il ne zappe pas. En tout cas, avec les petits tout le temps, ce sont des enfants qui sont en mouvement, mais qui sont extrêmement lents et qui ont besoin de temps et de répétition pour entendre et pour élaborer psychiquement ce qui est en train de se passer. Donc eux, ils partent du principe qu'il faut aller très vite, tout le temps. Rapidité, parce que sinon ils vont aller sur une autre chaîne et ça va être une catastrophe, nos audiences vont couler. Donc voilà dans quelle logique ils peuvent être. C'est vrai que Yetili, nous on tenait vraiment à ce que ce soit un programme lent. Et que ça se passe dans une librairie. Alors ça peut être une librairie, ça peut être une bibliothèque, mais c'est plus une librairie parce que ça, c'est vraiment lié à des souvenirs aussi que j'avais quand j'étais plus jeune, en tout cas adolescente, où il y a toujours une période, je trouve, où on a envie d'être un peu invisible et que personne ne nous voit tellement on est timide. Et j'avais un grand complexe d'infériorité par rapport à la musique. Donc, à mon époque, il y avait encore des disquaires. Je n'osais jamais rentrer dans un magasin de disques. Mais j'étais tétanisée parce que je ne savais pas ce que je devais demander. Et en parlant avec beaucoup de mamans qui n'osent pas entrer dans une librairie, on s'est dit, le fait de montrer, parce que nous avons quand même, on s'adresse à 2 millions d'enfants d'un coup avec la télévision. C'est quand même pas mal. On a à peu près, pour chaque épisode, on est à 500 000 téléspectateurs. Donc, on a quand même une audience forte tout de suite. Et le fait de montrer un lieu
chaleureux, dans lequel on peut rentrer pour tout simplement se détendre, passer un bon moment, c'était important pour nous. La librairie, lorsque j'amène toujours des livres en classe, et une petite me dit « Mais tu les amènes d'où, tous tes livres ? De ta maison ?» Ah, je dis « Non, certains j'en achète, d'autres je les emprunte. » « Ah, et tu les achètes où ? » Ah, je dis « Ben où est-ce qu'on achète des livres ?» Donc je pose la question. Eh bien, personne n'a su me répondre. Aucun des enfants du matin, donc sur les 25, alors bon, c'est un petit groupe, hein, mais enfin bon, sur les 25, si, il y en a une qui m'a dit « Ah, moi je sais, chez Lidl. » Donc, ils n'ont pas du tout, en tout cas les enfants avec lesquels je travaille, et ça fait plusieurs années que je ne travaille pas avec les mêmes en plus, ça change, j'ai rarement un enfant qui sait où on achète un livre. Donc clairement, c'est une habitude qu'ils n'ont pas. Donc c'était important pour nous d'inscrire ce programme dans une librairie, avec des espaces de lecture. Parce que là aussi, ce n'est pas quelque chose d'évident. Les espaces de lecture et les postures de lecture. Vous voyez ici, pour vous, c'est quelque chose qui peut vous paraître évident. Pour beaucoup, la désacralisation de la lecture assise, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui est passé sur France Info il n'y a pas longtemps, où une professeure de collège, donc il y a eu beaucoup de témoignages suite au suicide de Christine Renon, comme vous l'avez vu en Seine-Saint-Denis, sur les conditions de travail des enseignants. Et une professeure de collège, c'était un collège à Bagnolet, c'est la ville où j'habite et où je travaille, et qui disait moi j'ai eu un petit qui me dit « Moi madame, quand je lis un texte, c'est comme si on me tapait ». On en est encore là. Il y a encore énormément d'endroits où la lecture et l'apprentissage des mots restent une violence terrible. On ne peut plus. On ne peut pas au début du XXIe siècle, on ne peut pas se dire ça en France. Pour moi, c'est compliqué d'entendre ça. Donc, on en est loin encore du moment où on peut lire assis par terre, lire sur une mezzanine, sur un escalier. On est encore beaucoup lié à la lecture, ça s'apprend à l'école, et pas seulement dans les villes en Seine-Saint-Denis. Je suis allée dans une école dans le 16e arrondissement, une école privée, où j'ai demandé à des enfants de CM1. « Ah, alors les enfants, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert un livre ?» Ben oui, à apprendre à lire. Je n'ai eu que ça comme réponse. À apprendre la grammaire, à apprendre l'orthographe, à apprendre à lire. Il n'y en a que un, après 15 minutes, qui m'a dit « Ah, à raconter une histoire ». Donc, en fait, il y a tout ce travail, et c'est normal, parce que l'apprentissage de la lecture prend énormément de place dans le cerveau d'un petit, c'est logique. Mais en même temps, il n'y a peut-être pas encore assez de lieux, justement, où on peut juste prendre le plaisir de se faire lire une histoire. Parce que très souvent, à partir du CP ou du CE1, on ne raconte plus d'histoire aux enfants. On les perd un peu. Ils lisent tout seuls, alors ils se débrouillent. Puis l'histoire du soir, à la fin, on est tous un peu crevés. On se dit « Ah ben chouette, ils lisent tout seuls ». On oublie que parfois, le plaisir de raconter, le passage du CP au CM2, même la lecture tout seul, c'est quelque chose de difficile. C'est pas forcément simple. Et donc, d'autant plus, des petits moments comme ça, c'est une série qui est très appréciée, par exemple, des enfants dyslexiques. On a beaucoup, beaucoup de témoignages de mamans, de papas qui nous appellent et qui nous demandent, ou des petites vidéos d'enfants qui nous envoient leur façon de lire. Ils disent « Ah, mais ça c'est pour Yetili, moi aussi je vais lui raconter une histoire ». Et c'était un enfant justement dyslexique qui ne voulait plus du tout aller à l'école parce que l'apprentissage de la lecture était trop difficile pour lui et surtout il ne voyait pas l'intérêt puisqu'il n'y avait aucun plaisir pour lui finalement. Donc ça a été une vraie découverte pour lui ce programme. Voilà, c'est une façon d'investir les écrans qui est différente. Alors, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut mettre les enfants devant Yetili et ne pas leur raconter d'histoire, hein, surtout pas.
mais voilà, il y a des endroits où pour certains parents, c'est pas possible de raconter une histoire. Ils sont trop fatigués. C'est trop dur, la vie aussi, elle est dure aujourd'hui pour les gens qui travaillent, qui ont 3 emplois pour 1 200 € quand on vit à Paris, qu'on ne sait même pas, ou ailleurs d'ailleurs, et qu'on ne sait même pas payer son loyer. Les gens sont fatigués, et beaucoup en tout cas d'enfants avec lesquels je travaille, et même sont des familles en difficulté, mais il y a aussi des familles qui ne sont pas en difficulté, qui financièrement sont très à l'aise, mais qui n'ont pas le temps non plus. Donc, même ces enfants-là, parfois, passent à côté de la lecture et de la découverte de l'histoire. Pour revenir aux postures de lecture, on retrouve cette idée, bien sûr, chez beaucoup de professionnels, d'auteurs aussi, et je voulais citer Alberto Mangel dans l'Histoire de la lecture, qui cite Colette. « Comme le découvrit Colette, disait-il, certains livres nécessitent des positions particulières. » C'est pas étonnant venant d'elle, je trouve. Position du corps du lecteur, lesquels, à leur tour, exigent des lieux de lecture appropriés. Ainsi, donc il parle de Colette, elle fut incapable de lire l'Histoire de France de Michelet, jusqu'au jour où elle se retrouve pelotonnée dans le fauteuil de son père, en compagnie de Franchette, cette chatte intelligente entre toutes. Bien souvent, le plaisir à lire dépend dans une large mesure du confort physique du lecteur. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. On parle beaucoup du celui qui lit, bien sûr, là, en l'occurrence, mais de celui qui écoute et qui reçoit une lecture. Le confort physique et le corps fait tout à fait partie de la lecture. On l'oublie parce qu'on est en lecture silencieuse, parce qu'on a l'habitude de lire silencieusement, mais quand on fait de la lecture à voix haute et qu'on est habitué, celles et ceux qui le pratiquent, on sait très bien que la lecture à voix haute est une lecture avant tout physique. D'abord, c'est fatigant, parce qu'il faut vraiment bouger, il faut se chauffer la voix, on est presque dans des conditions de chanteur. Nous, on le ressent bien quand on pratique la lecture à voix haute, mais on l'oublie. Avec la lecture silencieuse, on l'oublie, et on oublie aussi le lecteur. C'est pour ça qu'on voulait montrer que la lecture à voix haute, elle ne se fait pas seulement dans un fauteuil bien assis ou sur le lit, elle peut vraiment se faire partout. Que nous choisissions d'abord le livre et puis le coin qui lui convient, ou trouvions d'abord le coin et décidions ensuite du livre. Ça peut être intéressant aussi. Dans Yetilis, on le fait beaucoup. On montre que, tiens, je m'assois dans ce coin, je n'ai pas l'idée du livre, mais c'est ce coin qui va me donner l'idée du livre. On ne vient aussi jamais au livre si on n'est pas dans une conscience physique de l'endroit où on se trouve. Donc ça dépend du coin où on s'installe, ça dépend aussi de l'atmosphère dans laquelle on est, de l'humeur. Il ne fait aucun doute que le fait de lire dans le temps implique le fait de lire dans l'espace, et que la relation entre les deux est inextricable. Alors, oui, il y a un coin qu'on n'a pas du tout installé dans Yetili en point de lecture, c'est celle des toilettes. Mais il y a des gens qui lisent beaucoup aux toilettes aussi. Mais ça, on n'a pas testé, on s'est dit bon. Donc, on a testé l'escalier, le coin fenêtre assise sur canapé, et je vérifie l'heure en même temps, parce que je voudrais vous faire écouter un petit atelier. Oui. Alors, les positions, bien sûr, debout, les positions assises. Les livres, on essaye aussi de proposer des livres avec des formats très différents, puisque le livre jeunesse, la création francophone est exceptionnelle, donc on ne peut que avoir envie de proposer des Leporello, mais aussi des livres sans texte, des livres en noir et blanc. On essaye de varier les formats, de varier les illustrateurs et les auteurs, bien sûr, les maisons d'édition, sinon certaines ne seraient pas contentes. On essaie de... Oui, alors pour vous dire aussi que tous les livres qu'on lit sont bien sûr en accord avec l'éditeur, l'auteur, les illustrateurs, et nous achetons les droits pour les lire. C'est ce qu'on appelle des droits d'adaptation, même s'il n'y a pas d'adaptation, mais ce sont des... Voilà, vous voyez, on lit aussi des livres pop-up, assise en pouf.
Et on montre toutes sortes d'assises différentes. Vous voyez le petit enfant qui est sur le fauteuil à l'arrière. On peut les recoucher aussi. Alors, c'est plus difficile coucher pour la marionnette parce que la personne en dessous ne pourrait pas l'articuler. Donc, on est quand même un petit peu contraint avec les marionnettes. Donc, c'est vraiment le choix de mettre en scène une lecture confortable, agréable, une posture variée des personnages, et puis un choix de mettre en scène donc une lecture aussi partagée et avec... attendez, je vais un peu plus loin. Voilà, la lecture plaisir, avec des histoires comme terrain d'aventure. On n'entre jamais non plus dans les livres. Il n'y a pas de livre médicament. Il n'y a pas de situation où les petites souris « Ah, je me suis fait mal. Oh, je suis triste aujourd'hui. Je vais lire Catherine Dolto. » Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là, quoique ça a des vertus qui sont très bien, mais qui ne sont pas celles chez Yetili. Donc nous vraiment, c'est l'appel à l'imaginaire. Et surtout, l'appel au questionnement. Et ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ça. Avec un exemple concret, en dehors de l'écran, c'est pas grave, je vais passer là. Alors, je vais vous montrer un épisode. Donc, on travaille, comme ça vous verrez en vrai, enfin en pseudo-vrai, enfin bon bref, sur écran, à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas le programme. Donc, on est en train de mener des ateliers, enfin surtout une institutrice qui s'appelle Lucille Berthaud, qui travaille dans le Jura, qui est une institutrice et formatrice des enseignants, qui a fait un master en littérature de jeunesse, qui a fait un stage avec nous pendant 6 mois et qui est en train de rédiger une thèse sur l'importance de la médiation en littérature jeunesse. Et donc, elle travaille avec des enfants en grande section, en CP. Je vais vous montrer, je voulais juste vous faire une petite démonstration de ce qu'elle fait comme travail à partir de Yetili. Et là, en l'occurrence, pour le petit atelier qu'elle a imaginé, donc, les 3 books de Jean-Louis Lecravert et Rémi Saillard. Donc, en fait, elle est dans une classe de grande section. Donc là, on va entendre les témoignages des enfants. Et elle lit d'abord l'histoire aux enfants. Donc, elle vient avec le livre et elle lit l'histoire. Et ensuite, elle montre l'épisode Yetili. Et donc là, je vais faire comme elle, c'est-à-dire que là, on va faire semblant que vous ayez lu l'histoire. Et je vais vous passer l'épisode et je vais vous montrer ce qu'elle fait. Il est en bas à droite. Yetili, tu dors? C'est l'heure de notre histoire. J'ai encore un peu sommeil, moi. Et Léon, le temps qu'il se réveille, on n'a qu'à choisir le livre nous-mêmes. Bonne idée. Alors moi, j'ai envie qu'on lise. Oh, celui-là. Mais c'est un peu haut. Je vais le chercher. D'accord. Tu es prêt, Léon? Je te l'envoie. Oui, prêt. Je l'ai attrapé. Crénom d'un clafoutis. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, bah non, je l'ai pas attrapé. Désolée, Yetili. On voulait cette histoire aujourd'hui. Ah, mais ça tombe bien. C'est un de mes livres préférés. Vous êtes prêts pour l'histoire? Prête. Hop là. Il faut m'attendre pour commencer. Vous êtes bien installés? Oui, vas-y. Les 3 books de Jean-Louis Lecravert et Rémi Saillard. Pardon. Alors, voilà. Elle s'arrête ici. Alors là, déjà, les enfants comme ça. Hein? Mais bon, donc ils n'ont pas l'habitude qu'on s'arrête. Elle s'arrête là et elle leur demande ceci. Je ne sais pas si ça va marcher, mon petit truc. Désolée, Yetili. On voulait cette histoire aujourd'hui. Ah, mais ça tombe bien. C'est un de mes livres préférés. Vous êtes prêts pour l'histoire? Vous entendez bien? Hop là. Il faut m'attendre pour commencer. Vous êtes bien installés? Oui, vas-y. Les 3 books. Non, c'est pas Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut être sûr
que le livre que va lire Yétili, c'est bien celui que je vous ai apporté ce matin. Ben, comment? Alors moi, il faut me prouver, hein. Parce que la même image. Ah, il y a la même image. Attends, alors la même image, il y a le même titre, donc les mêmes dessins. Qu'est-ce qu'on reconnaît sur l'image? Le troll, Les boucles. les 3 boucs, Et le pont, et la montagne, la fourchette et le couteau. Oui. Sur le papa, Attends, on écoute. Écoutez Naïli. Alors, les sapins, 1, 2 sapins, 1, 2 sapins. Là, un sapin, un sapin. D'accord? Parce que l'image est petite, c'est peut-être pour ça, mais c'est bien. Ça, c'est intéressant ce que tu as fait. De dire, tiens, est-ce que même dans les petits détails, tu as raison pour que ce soit le même. Sur l'image, il faut qu'il y ait même les petites choses, pour être sûr que ce soit exactement le même. Ça, c'est bien. C'est une bonne proposition. C'est bien. Alors, vous voyez, là, par exemple, elle s'arrête très longuement sur la couverture. Elle les fait d'abord décrire l'image en leur posant des questions. Et ensuite, ils vont commencer à repérer l'alphabet, le titre, puisqu'elle dit, elle commente le texte et elle leur fait repérer l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur. Et comme elle a le livre physique en classe, ça fonctionne très très bien. Les enfants font tout le temps un lien, si vous voulez, entre l'écran et le livre et elle les pousse à réfléchir et toujours à aller plus loin dans leur réflexion. Elle va même jusqu'à... Ah mince, j'ai pas les mêmes... Bon, j'ai pas les mêmes timecodes. Oui, donc 2 minutes. Je vais aller un peu plus loin. Ah non, mais je suis débile, pardon. Non, mais je ne suis pas au bon endroit. Non, mais voilà. Alors, 31, 4. Voilà. Elle leur fait donc regarder tout ça. Et puis, elle montre au-dessus le « à petit peton ». Et voyez ce qui se passe avec ce « à petit peton ». Le petit cadeau de la lettre de Didier Jeunesse. Ici, Oui. où il écrit. Ah, il y a des choses écrites là. Vous vous rappelez Et le cadeau là, la petite. Le cadeau là, le cadeau. Et là aussi. Alors il y a d'autres choses écrites ici. Un petit peu. Jean-Louis Le Travers, c'est celui qui a écrit l'histoire. Et puis Rémi Saillard, c'est celui qui a fait le dessin. Oui, les dessins. Et puis alors, à petit peton. C'est son travail, hein. Son travail, c'est d'être illustrateur. À petit peton, c'est la collection. Hein, chez... Comment ils ont fait pour faire le livre? Alors ça, c'est dans une imprimerie. Hein, c'est un métier. Et pour faire le Pour faire le... Là? Ah ben ça, c'est des gens qui... C'est leurs spécialistes, hein, de la fabrication des livres. Et comment ils ont fait pour pas dépasser? Ben parce qu'ils savent faire. Hein. Ça, c'est un petit peton qui vous fait chanter. Qu'est-ce que c'est? Une chanson. Ben, allez-y voir. Une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. Vous voyez, avec un écran de télévision, on peut même chanter ensemble. En fait, si vous voulez, je voulais juste vous montrer ce travail, c'est le tout début, et elle fait ça tout le long de l'épisode. Donc c'est une intervention qui dure 45 minutes. Les enfants ne bougent pas. Ils sont complètement scotchés, et surtout, ils parlent et ils élaborent avec elle. Je vous montre juste jusqu'à la question, et je vous montre comment nous, on travaille, et on fait exprès de travailler comme ça, justement pour qu'on puisse se poser des questions. Saillard. Il était une fois 3 boucs. Le plus petit, c'était Poilu, le moyen, c'était Velu,
Et le plus grand, c'était Barbu. Poilu, velu, barbu. Comme toi, Yetili. Tout à fait. Et voilà qu'un jour, ils sont partis pour la montagne. La montagne où l'herbe est très très haute et bien meilleure qu'ailleurs. Seulement voilà, pour arriver là, ils devaient franchir un torrent. Pour franchir ce torrent, passer un pont de bois. Oh là là, c'est quoi ça? Waouh, c'est un ogre? Donc là, par exemple, elle va demander au petit, quand on dit « c'est quoi ça ?», elle dit « vous savez répondre à cette question ». Et donc, elle va leur poser la question. Je suis en 32, 34, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Oui. C'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ça? Et vous, est-ce que vous pourriez maintenant répondre à la question? Oui? C'est un troll. C'est un troll. Et comment? Un troll qui veut manger tous les animaux. Le plus pire de tous les trolls. Oui, et comment ça se fait que vous savez, vous, que c'est un troll, alors que Léon ne sait pas? Moi, c'est Nina. Et là? C'est Nina. Ouais. Alors c'était Léon. Et Nina non plus ne sait pas. Comment ça se fait que vous savez, mais pas On a eux? déjà lu. Comment? On a déjà Ah, parce que vous, on vient de lire l'histoire, alors que Nina et Léon, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Non. Voilà, donc vous voyez, elle s'arrête tout le temps et elle décortique complètement l'album. Et parfois, elle va rechercher la solution avec eux dans l'album. Et dans son atelier, on peut dire que, en tout cas pour moi, la passerelle entre le livre et l'écran est vraiment réussie. Donc je rends hommage à Lucille et à son travail, qui a vraiment réussi à s'emparer de ce programme pour en faire un lieu d'échange. Et surtout, ça c'est pour reprendre le thème du prochain salon du livre qui aura lieu donc à Montreuil la semaine prochaine, faisons l'éloge de la lenteur, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que j'ai fini. Il marche pas. Ah, ça y est, il marche. Il marche. Pardon? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Séverine. Je peux pas imaginer que vous n'avez pas de questions. Moi, j'en ai toujours quand je t'entends. Alors, je sais pas qui se lance. Je mets mes lunettes parce que vous êtes dans l'ombre. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas enseignant en maternelle. Et que toute la matinée, on vous a dit de ne pas mettre d'enfants devant les écrans. Alors... non. Alors, moi, effectivement, ce que je trouve absolument intéressant avec Yetili, au-delà de... c'est effectivement comment tu as réfléchi cet investissement, cette invasion de la télévision. Alors effectivement, avec les tout-petits, l'idée, c'est pas forcément de les remettre devant des écrans à la crèche ou chez l'assistante maternelle, etc. Mais en tout cas, de réfléchir, évidemment, de la façon dans laquelle vous pourriez partager ce type de programme. Moi, ça me donne très envie de réaffirmer des choses que tu glisses de toute façon dans Yetili, qui est cette question de la lecture partagée, individualisée, qui a été un peu évoquée ce matin en filigrane dans cette question de l'adresse à l'enfant, de la question de la place de l'autre et de la place du rythme de la lecture que va faire l'enfant. Et c'est vrai que moi, elle m'agace à parler tout le temps. Il parle des deux tout le temps, et en même temps, il y a des enfants qui parlent beaucoup pendant les lectures. Il y en a qui sont très muets, il y en a qui parlent beaucoup, et c'est vrai que c'est à nous, adultes, d'adapter, de se mettre au rythme de ces enfants-là pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et je trouve que Yetili dit quelque chose de ça, de cet espace-là qu'il leur est offert. Je ne sais pas si c'était clairement ton intention ou si... Voilà. Et l'autre question, je trouve qu'il y a la question du corps qui a été aussi abordée ce matin et qui là, effectivement, est pleinement dans ce programme qui n'est pas pour les enfants de 2 ans, je crois pas, qui est pour les plus grands. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous fait réagir ou si vous voulez attendre plus tard, mais après, elle sera partie, peut-être. Ah, s'il y a une question là-bas. Et le micro n'est pas allumé.
Mais allez-y peut-être. Je me posais la question de savoir s'il était possible d'imaginer dans l'émission Yetili l'intervention éventuelle d'un illustrateur qui expliquait comment il travaille. Puisque dans le petit témoignage des enfants, un enfant a dit mais comment ils font pour pas que ça dépasse. Donc il Oui. s'intéressait déjà à la chaîne du livre. Oui, absolument. Alors on le fait, malheureusement pas. On l'a proposé. Ah, alors je répète la question. Madame demande s'il ne serait pas possible d'intégrer dans l'émission, par exemple, un illustrateur ou un auteur qui viendrait parler de son travail. Et pour l'instant, France Télévisions ne veut pas. Mais on a fait des petites interviews d'auteurs et d'illustrateurs qui sont sur notre site internet, yetili.fr. Notre rêve était que ça puisse être diffusé à l'antenne, mais ils ne veulent pas, enfin voilà, c'est pas au programme. Et on a proposé aussi des ateliers avec des illustrateurs dans cette librairie, parce que c'est en fait, c'est un lieu de tournage. C'est une librairie qui existe vraiment, enfin pas en vrai de vrai, mais en studio, et que l'on a pendant 2 ans. Donc on leur a proposé de faire des ateliers, de profiter, en fait. L'idée, c'est toujours de surfer sur la vague. Hein. Ça peut être un peu... on peut être accusé de, je sais pas, de populiste ou de démago, mais en même temps, les enfants regardent beaucoup de tutos, tutoriels, donc de tutos. Et on s'était dit, mais pourquoi pas finalement un illustrateur, parce que 2 illustrateurs, c'est Louis Rigaud et Annick Boisrobert, nous ont fait un petit pop-up en disant, mais regardez ce qu'on pourrait faire une petite carte pop-up. Et on s'est dit, on pourrait leur proposer des tutos de qualité avec des illustrateurs, des artistes qui viennent montrer des choses simples à réaliser, mais ils n'ont pas voulu. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire passer le projet. Bon, peut-être qu'on y arrivera, mais... Ah, une deuxième et dernière question. Mais le micro marche là pour l'instant. J'allais dire, c'est pas en termes de questions, mais c'est plutôt en termes de réaction à ce que vous disiez tout au début, où là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que pour toucher les enfants, il faut d'abord toucher aussi les adultes et les parents en l'occurrence. Et je trouvais ça intéressant de vos observations, que vous nous en témoignez aussi actuellement. Et si on ne va pas sur le terrain de l'autre, d'abord ses parents, on ne pourra pas amener aussi quelque chose auprès des enfants. Et puis un mot que j'aime beaucoup, c'est aussi le plaisir. Oui. Et ça c'est important aussi de le souligner, si la personne le lecteur n'a pas le plaisir de lire et de partager ces moments, forcément, ce public qui sera en face, que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants, eh bien, il ne va pas non plus prendre plaisir et puis avoir cette attention. Et avec Yetili, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu. Et quand vous parliez des postures, ça aussi, c'est très marquant. Ces enfants, moi je pratique un petit peu des actions co dans cet ordre, de cet ordre d'idées. C'est tout petit ou c'est plus grand. Ils sont assis, ils sont allongés, ils vont bouger ou autre. Et là aussi, c'est super intéressant de dire à ses parents qui bougent pas, tais-toi, mais là, que l'enfant il a besoin aussi de bouger. Et c'est logique. Et puis c'est à nous qui racontons d'aller rechercher cet enfant par le regard ou par un geste, tout simplement recapter aussi son attention à un moment, ou pas, parce qu'il en a assez, mais il est toujours là. Absolument. Et on l'entend plus tard quand il va reprendre le livre et que tout seul dans son coin, il va raconter l'histoire. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est des moments très précieux. Et le mouvement fait partie de l'écoute. Tout à fait. C'est important. Oui. Il y a des petits qui ne peuvent s'exprimer que par mouvement. Les choses se font de façon... c'est pas linéaire. Chacun on est différent face au mouvement, à la parole, et donc j'ai des enfants qui au début en tout cas ne pouvaient pas du tout rester assis. C'était impossible pour eux. Donc à ce moment-là, je leur dis écoutez, voilà, du moment que vous ne dérangez pas les autres, mais vous pouvez aller marcher ou vous allonger ou faire ceci ou faire cela. La seule façon il y en a un par exemple, la seule façon que j'ai trouvée pour vraiment qu'il reste assis avec moi, c'était de le mettre sur mes genoux. C'est le contact physique. C'est ce qu'on voulait montrer aussi avec ce personnage gros et plein de poils contre lequel on a envie de se blottir. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de contact physique. Tout à fait. Et faire passer ce message
aux parents, comme quoi, bah oui, l'enfant, il n'est pas obligé de rester assis. Parce que quand on va au théâtre, quand on va, vous voyez, dans des endroits de cet ordre, où il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas gêner l'autre, ça, c'est Oui. aussi quelque chose Ça, qu'il c'est faut autre porter Oui, aussi auprès de ces familles. Et la difficulté des écrans, c'est qu'ils happent. Quand on est trop longtemps devant, vous voyez bien que les petits sont happés complètement par ce qu'ils regardent. Souvent, il y a quelqu'un comme ça, bouche ouverte. En général, ils sont très passifs par rapport à ce qu'ils regardent. Et donc, le mouvement qu'ils n'ont pas fait pendant 1h30, quand un enfant a 1h30 de télé avant d'arriver à l'école et qu'à l'école, il doit encore rester assis, c'est très compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Mais si on n'entend pas ça, qu'ils ont déjà 1h30 d'écran et qu'on leur demande encore de rester assis, ça devient compliqué. On ne peut plus les tenir de la même façon. Je pense qu'on doit tous changer un petit peu nos façons de faire par rapport à ce qu'ils ont déjà eu dans le coco. Merci beaucoup, Séverine. Merci beaucoup à vous. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Ah, oui. Pardon, excusez-moi. Moi, je voulais savoir comment vous faisiez le choix des albums dans la multitude des albums jeunesse qui existent. Je ne connais pas Yetiville, donc je ne sais pas quels sont les albums que vous lisez. Alors, en 2018, sont sortis 18 477 titres en jeunesse. Autant vous dire qu'effectivement, alors comme c'était mon travail au Salon du Livre à Montreuil, de sélectionner les livres, je continue ce travail. Donc, c'est-à-dire que je fais un choix, par exemple, pour 30 livres, je fais un choix de 300 livres. Et ensuite, il y a un comité entre le producteur, le réalisateur, la personne chez France Télévisions. Alors, la personne chez France Télévisions qui nous suit est quelqu'un qui vient de l'édition, qui travaillait avec Christian Bruel, qui travaillait au Seuil, qui travaillait... donc, on défend vraiment la diversité de l'édition francophone. Donc, c'est-à-dire qu'on a des contraintes de temps. On ne peut pas prendre n'importe quel album à cause du temps qui nous est imparti. Sinon, on n'a aucune contrainte de thème, ce qui est très rare à la télévision. Donc, on a pu lire Émile est invisible et le faire passer en Angleterre, parce qu'en Angleterre, vous savez qu'on ne peut pas montrer les enfants nus. Donc, on peut parler de la mort sans souci, alors que dans les dessins animés, c'est pratiquement interdit. Enfin, c'est très compliqué. Donc, effectivement, le choix est libre pour nous. Mais je fais attention à choisir des livres qu'on trouve qui sont... je repère aussi les comités de professionnels, donc je repère les choix des bibliothécaires, je suis les choix je regarde un peu ce qui se fait. Et puis, il y a tout le travail qu'on fait en classe aussi, que je fais en classe, qui me permet de parfois repérer un livre que je n'avais pas forcément repéré. Et on essaye aussi de choisir... Alors, à chaque fois, il y a à peu près 20%, je dirais, d'ouvrages de patrimoine, mais de patrimoine vraiment comme roule-galette, quoi. Après, il y a des auteurs, illustrateurs sur lesquels on s'appuie, comme, j'allais dire Solotareff, mais non, parce que c'est le seul qui a refusé. Dommage. Je ne sais plus maintenant. Là j'ai un trou, mais Claude Ponty par exemple, enfin voilà, des illustrateurs très connus sur lesquels on peut s'appuyer, des auteurs. Et après on a 10% de nouveaux illustrateurs qui arrivent. Alors pourquoi 10%? Parce qu'en fait on sait que dans 2 ans, certains on ne les trouvera plus en librairie. Voilà, il y a un tel turnover aujourd'hui sur les livres que c'est un petit peu compliqué parfois de soutenir des jeunes auteurs. Ça répond à votre question? Exactement. Oui. Bon, merci beaucoup, à nouveau.